Bonjour et bienvenue tout le monde, bienvenue dans ce tout nouvel épisode du podcast Graines d'investisseurs. Comme d'habitude, c'est Anthony et c'est un plaisir de vous accueillir pour l'épisode du jour. Aujourd'hui les amis, j'ai la pêche. Je sais pas si chez vous c'est pareil, mais chez moi là c'est grand rayon de soleil. Je voulais enregistrer sur le balcon, mais trop chaud, il faisait trop chaud. Je commençais à suer, du coup j'ai dit allez, c'est pas grave, on reste dans le bureau et puis on fait ça comme d'hab. Mais putain, ça fait plaisir là, quand on se met dehors, tu vois, t'as les petits rayons de soleil sur toi là. Ah, c'est le kiff. C'est le kiff. Bon les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine, que la semaine dernière c'est agréablement bien passé, qu'il vous est arrivé des bonnes choses, etc. Comme d'hab, hein. Vous savez, je vous veux que du bien. Alors aujourd'hui les amis, c'est un épisode sur... alors j'ai décidé de parler de la stratégie d'investissement dans la vingtaine. Parce que j'ai quelques jeunes, entre guillemets. Alors, je suis pas hyper vieux. Enfin, du moins, j'espère. J'arrive à 29 ans, mais pour moi, c'est hyper jeune. Mais j'ai des petits jeunes qui viennent me voir. Putain, je parle comme un vieux. Non, j'ai des personnes dans 19, 20 ans qui viennent me voir et qui me disent, qui me demandent comment faire, qu'est-ce qu'ils doivent faire, etc., etc. Comment investir dans l'immobilier, est-ce qu'il n'y a que l'immobilier, etc. Donc, j'ai décidé de faire un épisode sur la stratégie d'investissement dans la vingtaine pour être normalement plutôt serein dans la trentaine. Alors après, c'est que mon avis, hein, comme d'hab. Hein. Ce podcast, ça reste que ma vision. Mais si jamais vous voulez me apporter votre petite touche, il n'y a pas de problème. Vous pouvez me contacter sur mon Instagram, c'est là où je suis le plus actif, Anthony-THRD. Et là, vous pouvez me donner des sujets que vous voulez que j'en discute autour d'un podcast, des avis sur des sujets divers et variés. Et puis, si vous avez des choses à me dire par rapport à peut-être que j'ai dit des bêtises, eh ben n'hésitez pas, vous venez puis on en parle, il n'y a pas de problème. Et justement, je fais un petit retour sur le podcast de la semaine dernière sur l'ANA. Donc j'ai une personne qui m'a contacté sur Insta et qui a fait des montages en ANA. Et donc je vous ai peut-être dit des bêtises, notamment sur l'intermédiation locative. Donc je vous avais expliqué que l'intermédiation locative c'était une sorte d'association ou société à but social et que quand vous faisiez un pacte avec cette société, euh, en gros vous fournissiez votre logement à des personnes diverses et variées. Et donc la personne là qui m'a contacté sur Insta m'a expliqué qu'en fait on pouvait se retrouver avec, c'est souvent, je ne sais pas si c'est une généralité, mais en tout cas de son point de vue, c'était que souvent, on se retrouve avec des personnes qui sont en extrême difficulté, avec des personnes qui n'ont pas de papier, etc., etc., et qu'ils vous déglinguent le bien. Donc, petite précision à apporter, un retour du terrain, retour concret. Si vous avez aussi un autre avis sur l'ANA, pas de problème. Venez me le dire et puis on verra. Également, cette personne m'a dit que en fait, le fait de passer obligatoirement par une société RGE pour faire les travaux, euh, c'était en gros ça devenait compliqué parce qu'en fait les sociétés RGE ils surfacturent. Il m'a dit qu'il y avait un problème de surfacturation. Par exemple, il avait voulu faire un ravalement de façade qui lui coûtait 8 à 10 000 euros. Et puis en passant par le financement ANA et en passant obligatoirement par une société RGE, il s'est retrouvé avec une facturation, donc un devis à 18-20 000. Donc bon, là les chiffres sont clairs. Je crois qu'il n'y a même pas, il y a même pas question à se poser. Est-ce que c'est une généralité? Ça, je ne saurais pas vous dire. Mais en tout cas, effectivement, si on voit là, on a doublé la facture, on a doublé le devis. Donc, faudrait voir quand même si on serait pas la vache à lait, tu vois. Entre 10 000 et 20 000, il y a quand même 10 000 euros de delta. Ça fait quand même beaucoup. Faudrait quand même que, avec les sociétés RGE, faudrait quand même que ça rentre dans nos critères de rentabilité, quoi. Donc, à voir. Donc ça, c'était le petit retour du podcast de la semaine dernière. Pareil, si vous avez envie de discuter, etc., n'hésitez pas.
sur mon Instagram, c'est là où je suis le plus actif. Également sur YouTube, hein, vous savez que j'ai mis en place la chaîne YouTube où je retranscris les podcasts en vidéo, podcast vidéo, on pourrait dire. Et donc, n'hésitez pas, petit commentaire, petit pouce, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et puis, n'hésitez pas à faire connaître la communauté, ça me touchera. En tout cas, aussi, je fais un petit retour, mais les vues et les écoutes commencent à exploser. Et franchement, ça me touche, mais ça me fait hyper plaisir. Hyper plaisir, donc merci beaucoup. Merci beaucoup. Je sais que il y a des personnes sur Insta qui m'ont fait des posts, etc. Pour faire connaître le podcast. Merci beaucoup, merci à vous. Franchement, ça me touche droit au cœur. Bon, on va rentrer directement dans le sujet du jour, donc la stratégie d'investissement. Quelle stratégie mettre en place quand on a la vingtaine jusqu'à ce qu'on meure. Jusqu'à ce qu'on meure. On peut continuer. Bon, à un moment, tu vas arrêter d'investir et il faudra profiter. Hein. Mais dans la vingtaine, on charbonne à fond et on récolte les fruits dans la trentaine. Donc, comment investir à partir de la vingtaine? En fait, c'est simple. Hein. Je ne sais pas si tu connais, mais il y a plusieurs piliers. Les piliers principaux pour s'enrichir ou pour mettre en place une stratégie efficace, ils sont au nombre de 4. Le business de l'immobilier, c'est par là que moi j'ai commencé. Donc dans le business de l'immobilier, tu as plusieurs types. Tu as la location classique, hein, la location meublée ou nue, longue durée. Et puis tu as le petit boost, tu vois, de faire de la courte durée. La courte durée, tu vois, c'est la petite cerise sur le gâteau. C'est là où tu vas exploser tes rentabilités parce que tu vas faire des rentas à 15, 16, 17, 18 et voire plus, tu vois. Donc ça, c'est la petite cerise sur le gâteau. Ensuite, deuxième pilier, c'est la bourse. Là, c'est pareil, la bourse, tu as la bourse classique, hein, celle que tout le monde connaît. Et puis, tu as maintenant la crypto. Et la crypto, je la mets à part entière parce que pour moi, c'est pas vraiment... Alors, ça reste dans de la bourse, d'accord? Ça reste sur un schéma de bourse. Mais la crypto, on peut faire énormément sur une année. On peut, si je te prends le Bitcoin en 2020, il a dépassé allègrement les 100%. Donc, bourse classique et crypto. Ensuite, troisième pilier, c'est le business. Alors, le business, c'est le business en dur. Un vrai business, un business physique. Je sais pas, une pizzeria, un kebab, une station de lavage, etc. Et puis le dernier pilier sur lequel on peut s'appuyer pour développer son indépendance, c'est le pilier Internet. Internet hyper puissant. Internet, tu peux faire des choses formidables. Ça s'est fortement démocratisé. Tu peux toucher à tout maintenant sur Internet. Et je ne te parle pas uniquement des formations. Peut-être que tu es comme moi, tu es dans cette hype un peu de formation, etc., de l'infoprenariat. Mais il faut savoir que sur Internet, tu n'as pas que ça. Tu as énormément de business possibles sur Internet. Et donc, je vais vous développer ensemble, on va développer les 4 piliers sur moi, comment j'aurais fait, qu'est-ce que je préconise. Et puis c'est déjà pas mal. Ça sera déjà un épisode bien décrypté. Ce sera un épisode déjà bien décrypté. Donc on va commencer directement par l'immobilier. Bon, l'immobilier, sans surprise, tu vois, c'est mon cœur entre guillemets, c'est mon cœur d'investissement. C'est là où j'investis le plus. Je vais te donner réellement ma position sur l'investissement dans la vingtaine, ce que tu dois faire. Et moi, je pense que pour commencer, le levier de la RP, tu vois, j'arrête pas de te parler de la résidence principale, de tous les avantages qu'il y a à faire de l'investissement en résidence principale. Donc là, tu vas pas être surpris. Pour moi, le levier de la RP, c'est l'ultime solution. Pour moi, c'est la niche fiscale par excellence pour dégager du cash au max. Donc je te le répète, mais c'est toujours la même. Pour moi, la RP, tu commences, tu achètes un petit studio bien placé, etc. En travaux, tu le refais, tu le revends. Tu achètes un T2, tu le refais, tu le revends. Tu achètes un T3, tu le refais, tu le revends. Une petite maison, une grosse maison, etc. L'avantage indéniable de faire de l'investissement RP,
bah, c'est que tu as 0 de plus-value. C'est-à-dire que tu prends ton studio qui coûte 50 000, tu fais 10 000 euros de travaux, tu le revends 90 000. Alors bien sûr, je vais abuser dans les chiffres, tu vois, c'est pour que ce soit flagrant, mais on est sur le même principe. Donc tu achètes ton studio 50 000, tu fais 10 000 euros de travaux, tu le revends 90, tu as 30 000 euros de delta. Ces 30 000 euros là, c'est dans ta poche, c'est cadeau. Tu achètes un T2, tu fais pareil, tu le revends. La plus-value, c'est dans ta poche. Et tu vois, plus tu vas faire ce type d'achat, et plus ta trésorerie, elle va augmenter. Donc tu pourras aller sur des choses beaucoup plus grandes, etc. etc. Alors bien sûr, il y a des règles à respecter, d'accord? C'est que, alors, il n'y a pas réellement de réglementation juridique. Les impôts considèrent que il ne faut pas que ce soit spéculatif et qu'il ne faut pas que ce soit récurrent. Mais par contre, on n'a pas de chiffres. On n'a pas de, par exemple, comment évaluer si c'est récurrent? On ne sait pas. On dit que en général, sur 3 ans, une RP, 2 RP, ça passe. Après, il faut que ce soit justifié. C'est par exemple, voilà, tu as commencé par un studio parce que tu étais solo, tu as trouvé une petite dame, tu te mets en couple avec elle, bah, le studio il est trop petit, donc on achète un T2. Ensuite, on a l'enfant, on achète un T3. Ensuite, l'enfant il grandit, on a besoin de terrain, donc on achète une maison. Ensuite, un deuxième enfant, donc on a besoin d'encore plus grand. Tu vois, on peut toujours justifier la chose. Donc moi, je commencerai directement par là, l'investissement RP, mais aussi en parallèle, je ferai d'investissement locatif, la location normale. C'est-à-dire que je commencerai l'immobilier par ma RP, et puis à côté de ça, j'achèterai un petit studio que je mettrai en location, j'achèterai un appart, toujours avec des bons critères de rentabilité, des choses qui crachent de l'argent tous les mois, et cet argent-là, il est de côté, je ne l'utilise pas. Je l'utilise pas, je le mets de côté, et puis ça va me permettre de enchaîner, enchaîner, enchaîner. Et pourquoi pas aller de 1, 2, 3, 4 appartements. C'est tout à fait réalisable, c'est pas des chiffres que je te dis aléatoirement, c'est tout à fait possible. 4 appartements, sincèrement, easy. C'est simple, c'est simple. Moi je commencerai par là. Ensuite, tu vois, on exploite en location longue durée, et puis ça tourne impeccable, etc. Et ben là, tu vois, moi je mettrai en place le petit boost, tu vois, le petit truc qui va te permettre d'exploser encore plus, de gagner encore plus de cash. Je te parle notamment de la colocation, de la LCD, etc. Tout ça, c'est des boosters de rentabilité. Ça va doper ton cash flow. Par exemple, en location nue, en location longue durée, imaginons que tu faisais je sais pas, peut-être 3 000 euros par an, et ben en basculant sur de la LCD, peut-être que tu vas passer à 6 7 000. Alors, tu vois bien que la différence, elle est quand même ouf. On double le cash flow, donc automatiquement, c'est de la trésorerie que tu as en plus, et c'est de la trésorerie qui, face au banquier, va te permettre d'arriver un peu, entre guillemets, serein, et d'avoir la posture de quelqu'un qui sait de quoi il parle. Ensuite, tu commences petit et tu commences à viser toujours plus gros. Et après, tu vas voir qu'en fait, à partir d'un moment où moi, j'y suis pas encore, d'accord? J'y suis pas encore du tout, mais c'est la diversification. Notamment au niveau des bureaux e-commerce. Alors, ces choses-là, tu vois, c'est pas des choses qui sont accessibles à tous les investisseurs qui commencent parce qu'on est sur des gros chiffres. On parle de gros sous là, l'investissement dans des bureaux et dans des commerces. Alors bien sûr, je te parle pas d'un petit commerce, je te parle pas d'un commerce dans une ville de 20 000 habitants où c'est la pizzeria du coin, tu vois. Non, je te parle par exemple des bureaux, d'avoir des gros immeubles de bureaux où tu as peut-être un étage entier d'open space tu les divises en petits bureaux, tu loues ça à plein de petites entreprises, tu vois. Donc, en immobilier, on commence par la RP, ensuite location normale, t'investis, tu te fais ton expérience de terrain, tu sais de quoi tu parles, tu bascules en LCD, tu dégages encore plus de rentabilité, et puis là, normalement, t'as déjà bien commencé. Imagine-toi que tu fais ça dans ta vingtaine, entre 20 et 25, 26, 27 ans, normalement, à 30 ans, tu commences déjà à être pas mal.
Si tu as fait ça de manière intelligente, tu dégages pas mal de cash. Et franchement, juste avec l'immobilier, normalement, tu es capable. Là, ce que je te dis, tu es capable de dégager au minimum un SMIC, voire 2 000 € de cash flow. Donc, premier pilier, l'IMO, pour moi, ça a été la base. Ensuite, vient le pilier de la bourse. Le pilier de la bourse, au tout début, moi j'étais réfractaire. J'étais réfractaire à la bourse parce que j'y connaissais que dalle. J'y connaissais strictement rien du tout. Mais en fait, plus le temps passe et je me dis quand même que la bourse c'est un truc de fou. Et notamment là maintenant avec les cryptos. Les cryptos, alors bien sûr c'est volatile au max. Tu peux pas faire plus volatile je pense. Mais tu es capable, si tu prends le train au bon moment, tu es capable d'exploser ta trésorerie. Alors, il y a plusieurs stratégies dans la bourse. Il y a le journalier, ce qu'on appelle le day trading. Ensuite, il y a le moyen terme, c'est-à-dire que tu vas garder une position pendant un temps défini. Et puis, il y a la stratégie long terme. La stratégie long terme, c'est que tu achètes quelque chose, c'est limite tu fermes les yeux et puis tu laisses courir. Peu importe ce qui se passe, tu crois en l'entreprise, tu crois dans l'action que tu as achetée, et puis tu laisses courir parce que pour toi, dans le futur, c'est une valeur sûre qui va monter. Je tiens juste à te faire un rappel, mais la bourse, depuis qu'elle existe, c'est statistiquement viable, c'est prouvé, la bourse, au fil des années, ne fait qu'augmenter. On n'a jamais eu... alors bien sûr, tu vois, la bourse, si tu regardes en détail, la bourse, elle est en dents de scie. C'est normal, c'est normal. Sinon, ça serait tellement bizarre que tout le monde irait sur la bourse. T'imagines, t'as une progression full ascendante qui n'a jamais de déclin, etc. Ce serait trop beau pour être vrai. Ça n'existe pas malheureusement. Mais la bourse, sur le long terme, si tu regardes à la création de la bourse jusque maintenant, tu te rendras compte que plus le temps passe et plus la bourse monte. Après, si tu regardes en détail, effectivement, il y a des zones où ça descend, ça remonte, ça redescend, avec les crises, la crise des subprimes, c'est descendu pas mal, c'est remonté. Mais si tu regardes là, alors bien sûr, on va regarder avant le Covid, la crise des subprimes, on était bien bas, mais au final, si tu regardais en 2018, la bourse avait rattrapé tout son retard et on était même supérieur à avant la crise des subprimes. Là, si tu regardes le Covid s'est redescendu, ça a pris une claque phénoménale, c'est redescendu, mais là maintenant, on remonte. On remonte. Alors je sais pas là concrètement si la bourse est au-dessus d'avant l'époque Covid, mais je te sûr et certain que dans 10 ans, peut-être que la bourse aura largement dépassé tout ça. C'est statistiquement, tu peux regarder, va sur internet, tu regardes, tu verras que je te dis pas de la merde. Alors, je te dis qu'il y a plusieurs stratégies, journalières, moyen terme et long terme. Alors moi personnellement, faire du day trading, je suis pas fan. Tu vois, moi je suis pas un mec à vouloir regarder tous les jours, regarder toutes les heures comment ça évolue, etc. Moi je suis plus sur une stratégie moyen terme, voire long terme. Parce que je préfère être plutôt tranquille plutôt qu'être en train de me ronger les ongles toutes les heures parce que je vois la bourse qui descend, oh là là j'ai perdu, oh là là ça va je rattrape, oh là là je repère. Non, tu vois, moi je préfère être tranquille, je préfère regarder sur du long terme. Moi la stratégie que j'ai, c'est pas une stratégie sur des actions, tu vois, j'investis pas sur des entreprises, uniques. En fait, moi j'ai une stratégie ETF. Au tout début, je vais pas te mentir, je vais te dire la vérité, au tout début j'ai investi sur des actions et j'ai perdu de l'argent. J'ai perdu de l'argent. Au tout début, quand j'ai commencé, j'ai fait ça comme une daube, hein. J'ai fait ça clairement, j'ai fait ça comme une merde. J'étais pas formé et puis je regardais les entreprises qui avaient le vent en poupe, qui avaient gagné récemment et puis j'investissais sur eux. Sauf que c'est pas du tout comme ça qu'il faut faire. Il y a des choses à étudier, etc. Et au début, quand j'ai commencé, quand j'ai acheté ces actions, je les ai perdues. Alors bien sûr, on dit que tant que tu vends pas, tu perds pas. C'est vrai,
Sauf que moi, j'avais peur et j'ai revendu pour limiter les dégâts et au final, j'ai perdu de l'argent. Après, ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, vas-y, la bourse, j'ai quand même confiance en la bourse, donc je me suis formé. Et je me suis formé plus précisément sur les ETF. Les ETF, c'est quoi? Les ETF, c'est des trackers, c'est-à-dire que c'est des indices qui vont suivre le cours de la bourse en fonction d'un marché. Je vais te donner par exemple, euh, allez, un exemple simple. On va prendre le CAC 40. On va prendre le CAC 40 qui est la bourse française, d'accord, le marché français. Le CAC 40 qui reprend les 40 plus grosses entreprises de France. Et bien en fait, au lieu d'investir sur uniquement une entreprise ou deux, en fait tu vas acheter un indice qui va recopier les performances du CAC 40 en général. Peut-être que le CAC 40, tu as les 3-4 premières entreprises qui cartonnent tout, et puis tu as les 10 dernières qui sont à la traîne et qui font baisser le cours. Et bien en fait, l'indice, le tracker, l'ETF, va suivre la progression générale du CAC 40, tout confondu, les tops et les flops. Et ça va nous donner un indice. Et l'ETF là va suivre cette progression. Et si le CAC 40 monte, et ben ton indice ETF va monter. Si au contraire ça baisse, et ben ton indice va baisser. Alors moi je suis sur une stratégie d'achat constant. C'est-à-dire que moi je cherche à lisser mon prix d'achat. C'est-à-dire que j'achète par exemple, je vais te dire une bêtise, mais je vais prendre des chiffres ronds. L'indice ETF qui suit le CAC 40, il coûte 100. Et bien avec, imaginons, moi je mets 300, j'ai 300 euros par mois d'investissement dans les ETF. Et bien si mon ETF coûte 100, c'est-à-dire que ce mois-ci je pourrais en acheter 3. Si au contraire l'ETF chute et l'ETF maintenant va coûter 90, eh ben je pourrais en acheter un petit peu plus. Si au contraire le CAC 40 surperforme et le prix de l'ETF coûte plus cher, eh ben j'en achèterai moins. Sauf que au moins t'es pas t'es pas assujetti à toutes ces montées et descentes. T'achètes sur un prix, ce qu'on appelle un lissage, c'est un prix d'achat lissé, c'est-à-dire qu'on fait la moyenne et puis en général, t'es pas mal. T'es pas mal parce que t'achètes constamment, le prix monte, le prix descend, mais toi tu as un prix constant. Donc ça c'est plutôt pas mal, et les personnes qui ont continué d'investir dans les ETF, qui n'ont pas eu peur, notamment avec la crise Covid qu'il y a eu et que les marchés ont chuté, ces personnes-là qui ont continué à investir dans les ETF, elles se sont mis pas mal. Elles se sont mis pas mal parce que les bourses ont chuté, donc les prix des actions ont chuté également. Donc avec le même montant d'investissement, tu as pu acheter beaucoup plus. Et maintenant, je te fais pas un dessin, mais la bourse est remontée, donc tu es gagnant. Maintenant, si tu revends tout, tu vas faire du plus. Donc ça, c'est la première stratégie. Moi, c'est ma stratégie que j'utilise. Au moins, je suis tranquille. Je sais que je me suis défini un montant d'investissement mensuel. Et puis, peu importe ce qui se passe, j'achète pour autant. Maintenant, on va venir, donc ça c'est la bourse entre guillemets classique, même si les ETF c'est un marché spécifique, d'accord. Maintenant, on va venir sur les cryptos. Et bien les cryptos, je vous conseille, je ne vous conseille pas spécialement d'aller dessus, et je ne vous dis pas de ne pas investir dessus. Chacun fait son avis. Pour moi, les cryptos, pour investir dans les cryptos, il faut que, pour toi, tu penses qu'il y a un avenir. Je sais que pour moi, les cryptos, ont un avenir certain dans le système financier. Tout le monde est en train de prendre, tout le monde est en train de prendre le tournant des cryptos, même les banques institutionnelles. Et pour ça, je te conseille, va écouter l'épisode du podcast sur le Bitcoin. Dans cet épisode-là, je t'expliquais que énormément de banques commençaient à se tourner vers les cryptos parce qu'elles étaient en train de s'apercevoir que les cryptos commençaient à être un marché énorme et que s'ils ne prenaient pas le tournant maintenant, ça serait trop tard. Notamment, je te parle
de PayPal qui met tout en place pour aider cette transition vers les cryptos, où tu puisses, ils ont créé des portefeuilles virtuels où tu peux mettre tes cryptos dedans, sécurisés, et tout le monde est en train de prendre le tournant, donc il y a quand même quelque chose à faire. Je te conseille d'aller écouter l'épisode sur le Bitcoin. Il me semble que c'est un épisode qui est sorti au mois de décembre. Et tu sais quoi, j'ai un ami qui l'a réécouté. Il y a un ami qui l'a écouté récemment, cet épisode. Et j'étais un petit peu visionnaire. J'étais un petit peu visionnaire parce que dedans, je te disais que les cryptos, enfin le Bitcoin, allait peut-être à 40, 50 000. Et à l'heure où je te tourne cet épisode, on est au mois de février, le Bitcoin est à 50 000. Donc, visionnaire ou pas? Bon, je t'avoue, c'était complètement de la spéculation. Impossible. Pour moi, franchement, jamais je me serais dit que le Bitcoin allait... Pour moi, on était dans une price discovery et pour moi, c'était une zone floue où tu pouvais pas savoir comment allait réagir le Bitcoin. Et sincèrement, je pensais que le Bitcoin allait chuter derrière pour remonter. Mais au final, il a fait que monter depuis décembre. Donc, moi, ce que je t'expliquais tout à l'heure, c'est que voilà, j'ai mon budget pour mes ETF, mon investissement mensuel en ETF. Et après, pour les cryptos, moi, j'ai un deuxième budget. J'ai un budget que, en fait, j'ai pas un budget mensuel pour les cryptos, mais j'ai une stratégie à moyen terme. C'est-à-dire que je prends de l'argent qui est disponible en épargne sur le côté. Je prends un certain pourcentage. Et puis, moi, je les mets sur une stratégie moyen terme sur les altcoins. Les altcoins, c'est quoi? C'est que tu as le Bitcoin et puis tu as plein de petites monnaies. L'Ethereum, le XRP, le Fusil, etc. Il y en a plein. Il y en a énormément. À toi de te renseigner. Hein. Peut-être qu'il y en a une qui va plus te faire kiffer qu'une autre. Mais moi, j'ai une stratégie à moyen terme sur le altcoin. C'est-à-dire que j'achète. Et puis, quand j'arrive à toucher un prix déterminé en avance, je revends tout et je réinvestis le tout. Donc ça me permet, tu vois, de faire grossir. Alors bien sûr, tu peux te prendre aussi les baisses, hein, bien sûr. Mais si tu étudies bien la chose, il y a des choses qui peuvent nous dire que ça va monter, ça va descendre, etc. À toi faut te former. Sur YouTube, il y a énormément de ressources gratuites. Mais une fois que moi je touche ce prix-là, je revends et je réinvestis. Et ça me permet, tu vois, je vais pas te mentir que j'ai des amis qui ont fait énormément avec ça. Bien, ils sont beaucoup plus calés que moi et ils sont capables. Je te donne un exemple, mais j'ai un pote, il avait posé 10 000 sur une monnaie et au bout de 2 semaines, il s'était pris 7 000. Donc c'est plutôt pas mal, tu vois. J'ai vu. Par contre, je vais pas te vendre du rêve. Tu peux perdre aussi, tu peux perdre tout net. Hein. Il pouvait peut-être mettre 10 000 et puis ça chute au max et puis il perd de tout. Donc c'est à toi de te former. Les cryptos, c'est ultra volatile. On ne sait pas réellement comment ça peut réagir. Selon une annonce, tout peut flamber ou tout au contraire peut s'effondrer. Et je vais notamment te donner l'exemple de Elon Musk. Hein. Elon Musk a mis sur il me semble que c'est Twitter ou Insta, je sais plus, mais il a mis hashtag Bitcoin. Le Bitcoin, il est monté à des sommets pas possibles. Donc, ultra spéculatif, ultra volatile, fais attention. Donc ça, c'était le pilier de la bourse. Deuxième pilier que j'utilise. Maintenant, on va parler du troisième pilier, c'est le pilier business. Là, ça va clairement dépendre des personnes. Je sais qu'il y a certaines personnes qui ne souhaitent pas du tout ouvrir un business physique. Et ça se comprend. Ils font soit par choix, parce qu'ils n'ont pas envie de se prendre la tête, etc. Ou ils le font aussi par peur. Parce qu'ils ont peur que ça ne marche pas, etc. Et que ils n'ont pas envie d'avoir un échec, etc. Je peux le comprendre. Tout ça, je peux le comprendre. Mais pour moi, le business physique, c'est un pilier qui est, pour moi, incontournable
si tu veux exploser. À un moment, tu seras obligé d'ouvrir une structure, une société. Et ça peut être dans tout et n'importe quoi, hein, d'accord? Ça peut être, je te donnais l'exemple tout à l'heure, mais ça peut être une station de lavage, un fast-food, une boulangerie. Ça peut être énormément de choses. Énormément. Maintenant, il faut juste que tu comprennes que il ne faut pas monter le projet en mode emploi, mais en tant qu'investisseur. C'est-à-dire que tu dois, alors bien sûr au début c'est normal, tu vas mettre la main à la pâte pour démarrer la machine, mais il faut que tu sois capable de mettre des choses en place pour que tu puisses te libérer et que en fait ça ne devienne pas un deuxième travail, mais que voilà, toi tu as un taf de superviseur et que tu n'es pas obligatoirement obligé d'être là pour que ton business tourne. Sinon, malheureusement, en fait, tu t'es créé une prison dorée. Et, euh, et tu vois, je vois ce livre-là, alors sur YouTube, vous le voyez, mais c'est le livre, c'est le cadran du cash flow. Le cadran du cash flow, c'est un livre vraiment pas mal, écrit par Robert Kiyosaki. Et dedans, en fait, il te parle de la différence entre les employés, les travailleurs indépendants, les propriétaires et les investisseurs. Je vais pas te refaire tout son livre, mais je t'en prie, va, achète-le. C'est un bon livre qui t'explique comment faire et éviter ce piège de la prison dorée. Il y a plein de choses à mettre en place, mais voilà. Maintenant, si un business physique, c'est quelque chose où vraiment tu peux faire vraiment pas mal, tu peux exploser, tu peux par exemple développer une franchise. Alors bien sûr, là on voit gros, mais c'est là réellement que tu vas gagner de l'argent au max. Au max. Et dans ta vingtaine, tu as l'énergie, tu as la fougue. Donc je pense que c'est le bon moment pour te lancer. Et si tu as peur, sache que tout le monde a peur. Tout le monde a peur, il faut juste sortir de cette zone de confort, d'être capable d'affronter la peur. Et après, tu verras que plus tu seras dans cette zone d'inconfort et plus ça deviendra confortable pour toi. Donc ça, c'était le business physique. Le quatrième pilier, c'est le business internet. Et alors, je vais tout de suite faire Léola. Je vous parle pas nécessairement de l'infoprenariat. Parce qu'on là actuellement, il y a beaucoup de monde qui est sur cette vague de formation, etc., etc. C'est vrai que c'est un business en or parce que c'est un produit que tu crées une fois et que tu peux vendre à l'infini. Mais je pense que moi, contrairement au business physique, qui je peux le comprendre, il y a des gens qui veulent pas se prendre la tête, qui ont peur, etc. Moi, je pense qu'au contraire, le business internet, il est accessible à tout le monde et tout le monde devrait y être présent. Le internet, c'est simple, mais c'est tellement simple d'utilisation, t'as pas besoin de montrer ta tête. Si tu as peur de montrer ta tête, t'as pas besoin d'énormément d'investissement, etc. Et comme je te le disais, hein, c'est pas nécessaire, je te parle d'internet, mais c'est pas nécessairement de l'infoprenariat. Il y a énormément d'autres business sur internet que tu peux faire. Et je vais te donner un exemple, hein. C'est au début, quand j'ai commencé, j'achetais des choses qui venaient de Chine et je les revendais. Je les revendais sur d'autres sites, je les vendais à l'école, etc. Mais tu peux faire énormément. T'achètes en gros, imaginons, je te donne un exemple. T'achètes sur un grossiste chinois, t'achètes ton lot. Alors bien sûr, il te faut une petite mise de départ. Mais après, une fois que tu as tout ça, tu revends au détail. Tu peux même aller voir, tu vois, moi j'avais un ami qui faisait ça, il achetait, alors c'était à l'époque où on achetait, il y avait le marché des coques c'était en explosion. J'avais un ami qui avait acheté pour 1000 € de coques iPhone. Il me semble que c'est des coques iPhone. Alors par contre, je te dis ça, hein, c'était des iPhone 4 ou iPhone 5, un truc comme ça, hein. Mais il avait acheté énormément de coques iPhone. Et en fait, il avait un deal avec un mec du marché. Il y a un marché dans sa ville. Et en fait, c'était le fournisseur. Et sur les 1000 € de marchandises,
où il était sûr et certain d'épuiser ses stocks avec ce revendeur-là, il se faisait peut-être 200 euros, tu vois. Donc c'est déjà pas mal. 200 euros qui sortent de nulle part. C'est cadeau. Et ça, tu peux le faire sur Internet aisément. T'achètes, tu vois, c'est comme maintenant on parle du dropshipping. Alors bien sûr, la concurrence est rude, hein, tu vas pas ouvrir une boutique de dropshipping et puis exploser du jour au lendemain. Mais tu as des choses à faire. Tu achètes des choses, tu les revends sur le bon coin. Alors bien sûr, il y a l'aspect légal et illégal. Après, moi je te donne un conseil, hein, tu fais ce que tu veux après. Mais il y a de l'argent à faire sur Internet. Énormément. Juste, par exemple, des publicités, etc. Enfin, on le voit hein, maintenant, clairement, par exemple, tu vois, le business d'influenceur. Avant, ça n'existait pas. C'est un nouveau métier qui, et je peux te dire qu'il mange bien. Il mange très bien. Et pourtant, c'est un business Internet, tu vois. Donc, il y a énormément. Après, sans parler de réseaux sociaux, tu peux monter des boutiques Amazon FBA, tu peux écrire des livres et les vendre sur Amazon. Amazon, c'est un pilier énorme. Dis-toi que il y a un... Alors, j'ai plus le nom, mais par exemple, je connais des mecs qui font ça. En fait, ils font des livres. Ils ont créé, tu sais, c'est des sortes de bloc-notes pour gamins, pour des gosses, avec des petits dessins, etc., etc. Et ils ont juste fait la maquette. Ils ont tout upload. Ils ont tout mis sur le logiciel d'Amazon. Et en fait, c'est Amazon qui print, il te relie le livre et tout, et puis il l'envoie. Et Amazon se prend une marge, et toi, tu as une marge. Donc, de zéro, c'est un truc qui t'a pris... le mec, mon pote, il m'a montré ça. Il a pris 15 minutes à faire le canevas du bloc-notes. 15 minutes, et il vend ça sur Amazon 10 balles. Et il se prend 3 ou 4 ou 5 euros, je crois, par livre vendu. Donc, tu vois, c'est pas mal. Et là, 0 euros. 0 euros d'investissement. Donc, tu vois, sur Internet, il y a quand même pas mal de possibilités. Moi, je pense que les 4 piliers, c'est les 4 plus gros piliers qui existent pour doper et accélérer ton indépendance, accélérer ta soif de liberté. Et donc, je te répète, l'immobilier, la bourse, le business physique et le business Internet. Tu peux faire, avec ces 4-là, tu mélanges tout, tu secoues, tu as un shaker de réussite, sûr et certain. Donc, moi je pense que voilà, tout ça, tu dois le commencer dans la vingtaine. Alors bien sûr, si tu as comme moi 28, 29, 30, 35, il n'est pas trop tard. Il est pas trop tard pour entreprendre son changement. Mais par contre, voilà, je te dis que dans la vingtaine, t'es jeune, t'as la forme, t'as la fougue, t'as peur de rien. Et ben moi je pense que c'est la meilleure période pour te lancer. Tu commences dans la vingtaine et t'exploses dans la trentaine. Voilà. Je sais que c'est un peu simple à dire, c'est un peu plus dur à réaliser, mais c'est la vérité. En tout cas, la persévérance, je pense que ici, pour ce entreprendre son changement, je pense que la persévérance, c'est le maître mot. Bon, voilà les amis, c'était l'épisode de la semaine. J'espère qu'il vous a plu. Un peu plus court que ce que je fais d'habitude, mais ça fait du bien. Ça évite de vous saouler pendant 1 heure. Voilà les amis, hein, c'est fini. En tout cas, j'espère que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas, un petit pouce pour les mecs sur YouTube. Un petit pouce, un petit commentaire si vous avez bien aimé mon visage. Et puis ceux qui écoutent sur toutes les plateformes de podcast, si vous pouvez faire connaître le podcast pour le référencement, ça me ferait plaisir. N'hésitez pas à en parler. Pour les personnes qui sont sur Apple Podcast, une petite review, ça me fait toujours plaisir. Des ratings, des 5 étoiles, ça me toucherait également. Et puis, c'est tout bon. En tout cas, les amis, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao, ciao.